Les grosses mises à jour de logiciels, ça n'apparaît pas comme par magie, hein. Non, c'est le résultat de mois et de mois de travail, de débats, de tests, bref, c'est toute une aventure. Aujourd'hui, on va justement jeter un œil en coulisses en suivant le parcours de Godot 4.5, une version super importante d'un moteur de jeu open source. Alors, comment on fabrique un truc pareil? Au-delà de la simple liste des nouveautés, il y a une histoire vraiment fascinante. C'est un voyage qui part d'idées un peu folles pour se terminer par une chasse acharnée aux moindres petits bugs. Et ce voyage, il commence presque toujours au même endroit, une phase absolument cruciale qu'on appelle la bêta. Le passage en bêta, c'est un vrai tournant. À ce moment-là, l'équipe appuie sur pause. C'est ce qu'on appelle le gel des fonctionnalités. Fini d'ajouter des nouveautés. Le seul objectif maintenant, c'est de stabiliser, de tout peaufiner et de s'assurer que les pièces du puzzle s'emboîtent parfaitement. Et c'est là, vraiment, que la communauté entre en scène. Bon, voilà le programme qu'on va suivre ensemble. On va commencer par les grandes promesses de cette version 4.5. Ensuite, on va plonger dans le flot de nouveautés. Puis, on verra comment tout ça a survécu à l'épreuve du feu, la fameuse bêta. Et pour finir, on regardera la touche finale et on se posera la question, qu'est-ce que tout ce processus nous dit sur la façon de créer des logiciels aujourd'hui? Allez, on commence par le début. La promesse. Notre histoire démarre le 18 juin 2025. C'est le grand jour. L'équipe de Godot lève enfin le rideau sur la toute première version bêta de la 4.5. Et là, pour la communauté, c'est un peu comme une vague qui déferle. Des mois de développement deviennent enfin accessibles et ça ouvre un champ des possibles complètement dingue. Et quelle possibilité! Faut bien comprendre que ce n'était pas une petite mise à jour de routine. Non, non. Cette première bêta, c'était un véritable déluge de nouveautés. Il y avait des outils et des améliorations qui touchaient à tout, que l'on soit artiste, programmeur ou designer. Allez, regardons ensemble quelques-unes des plus marquantes. S'il y avait bien une nouveauté que tout le monde attendait au tournant, c'était les Stencil Shaders. Ça faisait presque 2 ans que c'était dans les tuyaux, et ça promettait de débloquer des techniques visuelles totalement inédites. Ce qui est génial avec cette fonctionnalité, c'est à quel point elle est polyvalente. Ce n'est pas juste un effet, c'est une véritable boîte à outils. Ça permet aux artistes de créer des visuels vraiment uniques, comme des contours style dessin animé, des effets de rayons X ou même des flammes ultra complexes. Et le plus beau dans tout ça, ça fonctionne partout, sur toutes les plateformes, sans aucun compromis. Du côté des programmeurs, il y a eu aussi une nouveauté majeure dans GDScript, le langage de script du moteur. L'arrivée des fonctions et des classes abstractes a donné un nouvel outil pour écrire du code plus propre, plus structuré et surtout plus solide. En fait, l'idée derrière, c'est de sourcer les bonnes pratiques. C'est une sorte de contrat. Quand un développeur déclare une fonction abstraite, il dit en quelque sorte « Ok, attention, quiconque voudra utiliser ma classe sera obligé de fournir sa propre version de cette fonction. » Ça évite les oublis, ça évite les erreurs, surtout quand on travaille à plusieurs sur de gros projets. C'est un vrai garde-fou. Mais une grosse mise à jour, ce n'est pas que des fonctionnalités spectaculaires. Ce qui compte vraiment, c'est l'expérience de tous les jours. C'est pour ça que Godot 4.5 a aussi apporté une tonne d'améliorations de qualité de vie. Vous savez, ces petits changements qui, mis les uns à côté des autres, rendent l'utilisation du moteur tellement plus agréable et plus efficace. Et là-dedans, il y a de tout. Du filtrage dans l'éditeur d'animation pour s'y retrouver, des interfaces plus claires, mais aussi des avancées majeures, comme l'intégration d'AccessKit pour les lecteurs d'écran, ce qui rend le moteur bien plus accessible. Et aussi, le traçage des erreurs, une fonctionnalité super attendue pour débusquer les bugs bien plus vite. Bon, une fois que l'enthousiasme des nouveautés retombe un peu, le vrai travail commence. La phase de bêta, c'est une véritable épreuve du feu. C'est là que les bonnes idées sur le papier se confrontent à la dure réalité. Et croyez-moi, ça force parfois l'équipe à faire machine arrière, et assez brutalement. Cette chronologie, elle montre bien le rythme complètement fou du processus. Les bêtas s'enchaînent très vite, chacune corrigeant des dizaines de problèmes signalés. C'est un dialogue permanent entre les développeurs et la communauté. Et tout ça mène à la fameuse RC, la Release Candidate. En gros, c'est la version qu'on considère comme finale, sauf si un bug critique de dernière minute pointe le bout de son nez. Et ce travail de polissage, il touche même les fonctionnalités les plus pointues. Prenons l'exemple des fonctions abstractes. On pourrait se dire qu'une fois que c'est ajouté, c'est gravé dans le marbre, non? Eh bien, la bêta a prouvé tout le contraire. Entre la première et la deuxième bêta, l'équipe a décidé de changer la syntaxe. Ce qui était un simple mot-clé est devenu une annotation, avec le petit signe arrobase devant. C'est un changement qui peut paraître subtil, mais ça rend le langage plus cohérent. C'est l'exemple parfait du genre d'ajustement qui se passe pendant une bêta. Mais parfois, les ajustements sont, disons, un peu plus radicaux qu'un simple changement de syntaxe. C'est ce qui est arrivé à une fonctionnalité très attendue, la refonte des miniatures de prévisualisation. Elle a été ajoutée fièrement dans la bêta 1 avant d'être retirée purement et simplement.
Cette citation de l'équipe, elle en dit long. Même s'ils avaient très envie de garder cette fonctionnalité, la stabilité a primé. Ils ont admis que l'impact était trop lourd, trop complexe à gérer si tard dans le cycle. C'est une décision difficile, mais franchement, c'est le signe d'une grande maturité dans la gestion du projet. Notre troisième cas est fascinant, parce qu'il montre comment la perception de la communauté peut directement influencer des décisions techniques. Tout est parti d'une nouvelle fonctionnalité, SVG Texture, qui avait un but très précis. Afficher des icônes dans l'éditeur du moteur, et c'est tout. L'équipe a été complètement surprise par l'enthousiasme général. Les gens ont cru qu'il s'agissait d'un support complet des graphismes vectoriels SVG. Face à cet énorme malentendu et avec une transparence totale, l'équipe a fait quoi? Ils ont renommé la fonctionnalité en DPI Texture et l'ont marqué comme expérimentale, juste pour bien remettre les pendules à l'heure et gérer les attentes. Après cette période super intense d'ajustement, de retour en arrière et de changement de nom, le projet entre dans sa toute dernière ligne droite. L'entonnoir se resserre. C'est terminé. On n'ajoute plus rien de nouveau. Toute l'énergie est maintenant concentrée sur un seul et unique objectif, la chasse aux bugs, pour sortir la version la plus stable possible. Et ce changement d'objectif, on le voit de manière spectaculaire dans les chiffres. Regardez bien ça. La première bêta, c'était plus de 1800 changements par rapport à la version d'avant. Pour la deuxième, on tombe à 152. Et pour la release candidate, la version quasi finale, il n'en reste plus que 24. C'est l'image parfaite de la stabilisation en action. Le bruit s'arrête et on ne se concentre plus que sur la solidité. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ce parcours? Au-delà des stencil shaders et des fonctions abstractes, l'histoire de Godot 4.5, c'est avant tout une histoire humaine. C'est l'histoire d'une création collaborative à une échelle assez folle, en fait. Et ça nous en dit long sur la façon dont on peut construire les outils de demain. Ce chiffre à lui seul, il résume tout. 334. C'est le nombre de personnes différentes qui ont contribué, avec du code, à cette seule et même version. Ce n'est pas le travail d'une petite équipe dans un bureau. C'est l'effort collectif et passionné d'une communauté mondiale. Le chemin vers Godot 4.5 nous montre un modèle de création qui est ouvert, qui est réactif et qui est transparent. Ça prouve qu'en écoutant, en s'adaptant et en travaillant ensemble, une communauté peut construire des outils d'une puissance incroyable. Du coup, la vraie question, ce n'est pas tant ce qu'ils ont accompli, mais plutôt jusqu'où un tel modèle peut nous emmener à l'avenir.